On le sait tous, un chantier, ça se passe rarement comme prévu. Aujourd'hui, je vous débriefe le chantier que j'ai fait en Espagne, dont je vous ai partagé quelques images sur Instagram et dans l'onglet communauté de la chaîne L'énergie partout. D'habitude, il y a un ou deux imprévus, un petit oubli de matériel, une erreur de commande ou parfois un mur qui est plus épais ou plus compliqué à traverser que prévu. Mais là, sur ce chantier, les impondérables plus ou moins importants se sont légèrement cumulés. Le chantier a été repoussé à plusieurs reprises pour des raisons d'organisation. On a eu droit à une petite tempête en janvier, donc pas possible de monter sur la toiture. Et en février, quand enfin la date était bien calée, notre collègue Rodolphe a eu un empêchement personnel, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à 2 pour faire le chantier qui aurait dû être fait à 3. Donc forcément, il y a des trucs qui ont été plus longs que prévu. Donc je vais vous faire le débrief à partir de photos que j'ai fait pendant le chantier. On va commencer par la livraison. Originellement, j'avais prévu 3 voyages. Un voyage matériel, outillage consommable, 2 voyages pour la livraison des batteries, des baies, tout le matériel, les modules photovoltaïques et tout ça. J'avais peur que ça prenne vraiment beaucoup de place. Je pensais que la palette, on ne pourrait pas forcément dépalettiser facilement. Finalement, on a dépalettisé sur place, on a pu laisser tout ça sur la base logistique. On a tout mis dans le camion. Je ne vous cache pas qu'en termes de masse, c'était pas mal. On a pu s'organiser, c'était un petit Tetris assez sympa. Et du coup, ça a permis de faire le matin un voyage où on emmenait notre outillage, notre consommable, et l'après-midi on a fait un seul voyage pour ramener tout ce qu'il y avait à installer. Le déchargement, bah oui, même là il y a quelque chose à raconter. Moi quand je fais le déchargement, j'aime bien dès que possible positionner les affaires à l'endroit où j'avais prévu par rapport à la préétude, par rapport au pré-devis. L'idée c'est de vérifier, par exemple dans ce cas ici, la hauteur. Alors évidemment j'avais pris les mesures avant, mais j'ai déjà eu des erreurs de commande ou des erreurs de livraison, des tableaux plus grands que prévu ou plus petits que prévu également. On met en place tout de suite le matériel, ça permet aussi de comptabiliser qu'on a tous les éléments dans la commande parce que là on a récupéré le matériel, on l'a emmené directement chez le client. Je ne l'ai pas réceptionné tranquillement dans un atelier, faire le tour, ensuite recharger dans le camion. Donc on fait ce petit bilan, ça permet de voir si on a oublié des choses. Même moi dans le chargement du consommable que j'ai en permanence chez moi, des fois j'oublie une caisse et je me retrouve avec du matos en moins. Donc là, pareil, on a bien déchargé toutes les batteries. Alors, il y en avait une de déballée parce qu'elle avait servi au pré-paramétrage d'une partie du matériel. Et enfin, les baies. Alors, quand c'est des grosses batteries plomb, effectivement, c'est moins pratique. On ne les met pas en place tout de suite. Les baies Pilontech, en l'occurrence, ça permet de positionner et de mieux connaître le volume que l'on va avoir. Et enfin les modules, alors comme on ne les a pas installés dès le départ, ils étaient à positionner sur la toiture. Chose très importante, quand vous laissez les modules à l'extérieur, attachez-les de manière à ne former qu'un bloc. Il ne faut pas les empiler sans les attacher de manière intégrale. Comme ça, le rapport surface, prise au vent et masse est meilleur et ça évite qu'un simple coup de vent puisse emmener un module. La partie toiture, donc en l'occurrence, j'ai mis un petit smiley... zinzin parce que ça a quand même été c'est ce qui nous a donné le plus de fil à retordre. Il y a d'autres petites choses mais la toiture ça a vraiment été très spécial. Donc on va commencer par le commentaire aussi, c'est aussi l'idée de cette vidéo, c'est de répondre à vos commentaires, à vos questions. Donc bon courage et belle vue, merci Fred. C'est vrai que ça c'est un des trucs que j'aime bien dans l'installation de sites isolés, c'est que souvent on est dans des sites isolés, on est dans des coins assez sympathiques. Par rapport à la suite des commentaires et par rapport à la toiture, juste je veux expliquer que dans le sud de la France, alors je l'ai découvert quand je suis arrivé, ici il n'y avait pas de charpentier parce que les toitures sont maçonnées. Et quand je dis maçonnées, c'est intégralement maçonné. Toutes les tuiles sont collées, mais en général elles sont collées à la chaux ou alors un mélange de mortier, ciment chaud, de manière à garder une certaine souplesse. Là, quand on est arrivé sur cette toiture, on a eu, comme qui dirait, une petite difficulté technique. En fait, la toiture a été collée intégralement au ciment. Et les gars, alors dans l'absolu, on va dire qu'ils ont bien travaillé, puisqu'ils ont bien collé toutes les tuiles. Sauf qu'ils ont tellement bien collé qu'il n'y avait aucune marge. C'est-à-dire que d'une part, les tuiles n'avaient pas de latitude pour bouger. Et surtout, pour nous, elles étaient intégralement collées. On a dû donc les casser. J'ai tenté à la scie sabre de scier comme je fais avec le Sikaflex des fois, mais c'était très très lent et on n'a pas réussi à récupérer les tuiles. Je crois que sur l'ensemble des tuiles qu'on a enlevées, on a dû en récupérer 5. Donc il a fallu ensuite toutes les casser une par une. Alors normalement pour la pose des pattes de fixation que je vais vous montrer après, faut 20 à 30 minutes par patte de fixation. Là il faut imaginer que sur ce chantier, donc pour des raisons
de simplicité quand vous êtes, enfin moi c'est mon conseil, hein, mais maintenant c'est l'habitude que j'ai pris, hein, ne pas chercher à mettre les pattes individuellement, on n'y arrive pas. Donc on pète toute la ligne des tuiles jusqu'au fêtage. C'est un gros chantier, mais c'est moins pire que de tenter de faire des trous dans les tuiles et de les réparer, de les récupérer une par une. Parce qu'en fait, l'intérêt de faire comme ça, c'est qu'on a beaucoup moins de risques de casser les tuiles canal qui sont en dessous et du coup de risquer de créer des fuites dans la toiture. C'est un gros chantier. D'ailleurs, merci à mes enfants d'être venus nous aider pendant 2 jours parce qu'ils nous ont aidés au déblaiement et ensuite à la mise en place des pattes de fixation. Vous allez voir. Là, on voit que c'était quand même pas mal de volume de gravats enlevés. Alors la seule partie qu'on n'a pas enlevée, c'est en bas, on n'avait pas besoin. On fait moins de dégâts au final et au final on perd moins de temps. Alors c'est vrai que dans ce genre de cas, en général, je préfère intégrer intégralement, c'est-à-dire qu'on découpe intégralement les tuiles et on refait un truc en étanchéité bac acier en général. Si je la retrouve, je vous montrerai une photo d'une installation que j'avais faite dans la plaine. Pendant que Mathias était en train de terminer la partie toiture, moi je me suis occupé de préparer les tiges filetées en vue de fixer les pattes de fixation. Là, ça je crois qu'on avait déjà mis 3 jours pour arriver à faire ça. Dans les impondérables, normalement, quand je fais la visite technique sur les chantiers, donc j'inspecte au niveau de la charpente. En général, il y a une trappe de visite pour ça. Et là, il n'y avait pas de trappe de visite. Même dans les toitures, là où je vis, il y a toujours une trappe de visite. Là, la toiture, alors je vous ai fait un petit plan, c'est entièrement fait, c'est une dalle de béton. Et ensuite, ils ont mis des cloisons. Alors là, j'ai pas dessiné, mais c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est des carrés, carrément, en briques. Et ensuite, ils recouvrent entièrement de briques. Et enfin, ils mettent les tuiles. Et le tout est collé en maçonnerie. Ce qui fait qu'en plus, donc, non seulement on ne peut pas agir après, on ne peut pas isoler, on ne peut pas passer des gaines électriques. C'est une solution de toiture. Personnellement, j'avais jamais vu ça. Il y a une grosse perte de temps sur cette partie-là, parce que normalement, on met 3 jours à 2 démontage des éléments nécessaires, pose des pattes de fixation et pose des modules. Là, on a mis 5 jours. Voilà, 4 jours, parce que la première journée était consacrée à la livraison, mais 4 jours, des bonnes journées. À un moment donné, on était 4, puisque mes 2 grands-enfants sont venus, et on a juste fait la partie pattes de fixation. On n'avait pas mis la structure et les modules. Et moi, je n'avais pas pu m'occuper de la partie locale technique, puisque normalement, il y a 2 gars sur la toiture, et moi, je m'occupe de la partie locale technique pour que ça se combine en même temps au niveau des connexions électriques. Mais ça, j'aurai l'occasion d'en reparler. Alors, Fred, bon courage, autre pays, autre coutume et montage atypique. J'espère que ça vaut le déplacement. Alors, est-ce que ça vaut le déplacement? Oui, parce que c'est mon métier. On va dire que sur ce coup-là, j'ai surtout fait de l'apprentissage et je ne me referai pas avoir sur une toiture espagnole. Mais voilà, après c'était un super chantier aussi parce que malgré tout ça s'est passé dans des bonnes conditions avec des clients qui sont super sympas et hyper accueillants. La météo était avec nous malgré tout, donc voilà, ça s'est bien passé. Bon, ok, on a au moins doublé le temps de travail sur ce projet-là, mais c'est pas grave. On est arrivé au bout et pour moi c'est la seule chose qui compte. Alors Gilles qui nous dit une charpente en bois, encore une idée de maçon. Alors oui, comme je disais précédemment, dans le sud de la France, les toitures sont maçonnées. Mais elles sont maçonnées entièrement. D'ailleurs, quand moi je suis arrivé, je ne trouvais pas de charpentier. Parce qu'en Bretagne, dans d'autres régions où j'ai bossé, il y avait toujours un charpentier qui s'occupait de la partie patte de fixation. Même si dans certains cas, c'est moi qui montrais comment faire. Mais je confiais ça à un charpentier. Quand je suis arrivé dans le sud, j'ai dû apprendre à le faire intégralement. Parce qu'il n'y avait pas de charpentier. J'ai pas eu l'idée de m'adresser à des maçons. Et du coup, après, j'ai appris et j'ai maîtrisé la solution. Là, c'est ourdi, poutrelle béton. Voilà. Alors, je pense que les raisons principales sont la tramontane et les termites. C'est vrai que voilà, une toiture maçonnée, ici quand il y a du vent, il y a vraiment du vent. Quand j'étais plus jeune, on habitait en Dordogne, les toitures canal étaient juste posées, elles n'étaient même pas collées, ça posait pas de problème. Là, dans les Pyrénées-Orientales, avec le vent qu'il y a, je pense que si vous collez pas vos tuiles, ça peut poser un problème. Alors, la pose des fixations. Alors, j'ai plus le commentaire, mais quelqu'un m'a demandé si c'était des pattes de fixation, où est-ce que je les achetais. Alors, ce sont des pattes de fixation que je fais faire sur mesure. C'est moi qui ai créé le plan. Alors, basé sur des choses qui existent déjà, évidemment. Mais étrangement, je ne trouve plus de fabricant qui peut me faire ces pattes de fixation. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai le plan sur le Discord de Technique d'ici dans l'onglet ressources. Donc les pattes de fixation sont faites en inox, 4 mm d'épaisseur. Je les fais faire à quelqu'un qui les usine avec une machine, une découpe plasma automatique et qui ensuite les plie avec une plieuse. Alors au niveau fixation de ces pattes, on a opté, alors compte tenu de la nature de cette toiture, parce que d'habitude, je me fixe dans la charpente, même s'il est en acier, où je mets des contreplaques. Là,
je m'étais dit, on préparera des contreplaques comme je fais d'habitude sur les toitures maçonnées, parce que je savais qu'elle était maçonnée quand même. Mais dans la mesure où on n'avait pas du tout accès à cette partie-là, il a fallu opter pour une autre solution. Donc la solution, elle a été triple, donc scellement chimique, sauf que c'est de la petite brique, donc j'avais à moitié confiance. D'ailleurs, on va le voir sur une autre image. Petit souci de perçage. Alors certaines briques étaient déjà cassées, hein, je précise. On a dû, en soulevant les tuiles, il y avait déjà des trous dans une partie. Donc on mettait le scellement chimique. Ensuite, comme je suis du genre un peu maniaque, un petit peu paranoïaque en termes de qualité de travail et de la résistance, on mettait du mastic polyuréthane spécifique pour l'inox sous les pattes en inox. Et ici, sur les tuiles, du mastic polyuréthane spécifique pour le collage des tuiles. Ce qui fait qu'au moment où on collait, chaque partie avait une interface commune, puisque c'est le mastic polyuréthane, et chaque partie avait l'interface qui est adhérée au mieux sur la matière qui le concernait. Ensuite, on posait les pattes de fixation plus vissées au scellement chimique. Et enfin, donc ça j'ai eu l'idée un petit peu au dernier moment, mais je me suis dit que c'était une bonne idée. On a mis du mortier, puisqu'on en avait acheté dans l'idée de recoller éventuellement une partie des tuiles avec le mortier, puisque d'origine c'était fait comme ça. Et on a mis le mortier de manière à créer une queue d'aronde, c'est-à-dire qu'il venait se positionner sous les autres tuiles canal de manière à empêcher que ça puisse remonter. Donc plus la qualité du collage, enfin le ciment ça colle extrêmement bien, ça casse quand c'est pas fibré ou tout ça, mais par contre c'est une interface qui vraiment colle très bien. Donc là on est sûr et certain que les pattes elles pourront pas bouger. Alors évidemment il faut les aligner, d'où la forme et le réglage possible par rapport. Alors le réglage que j'ai prévu sur les pattes de fixation sert au fait que les tuiles canal, quand elles sont posées comme ça en maçonnerie, j'ai vu des différences qui vont de 10 à 17 cm de hauteur par rapport à l'épaisseur que les maçons mettent sous les tuiles. Donc voilà, ce réglage est super important pour pouvoir s'adapter à toutes les configurations. Par contre, ces pattes-là sont spécifiques aux tuiles canal. Hein. C'est pas la peine de s'en servir sur d'autres formes. Pour les autres sortes de tuiles, les tuiles mécaniques ou même les tuiles canal comme ça là, avec Roman, je crois qu'on appelle. La partie canal, non, ça marche pas. Il faut des pattes comme ça. Je sais que certains fabricants disent on peut mettre leurs pattes de fixation dans la partie creuse, dans la partie canal. La seule fois où je l'ai fait, j'ai eu droit à des fuites. Donc c'est hors de question de faire ça. Ça ne se fait pas. On peut mettre ce genre de pattes, mais que sur les tuiles mécaniques qui sont assez plates. Autrement, tuile canal, on met toujours la fixation sur la partie couvrant. Au bout de 4 jours de travail plein, on a remis les tuiles ici entièrement en collage. Alors quelqu'un m'a dit ça va faire bizarre au niveau couleur. Oui et non, parce que vous allez voir, les modules couvrent l'intégralité de la toiture et puis ils sont là pour au moins 20 ans, donc c'est pas dérangeant de ne pas avoir les tuiles flammées de la même couleur. Voilà, donc on avait fini le vendredi soir, alors entre guillemets assez tard, hein, comme c'était encore au mois de février, effectivement le soleil descendait assez vite. Là, la fin du chantier, donc avant de partir, parce que la semaine suivante, j'allais être a priori tout seul, où on serait que deux, puisque Mathias repartait et les enfants ne pouvaient pas revenir pour aider. On a mis les modules sur le toit, bien attachés d'un seul bloc, avec un carton de protection pour pas que ça risque de s'envoler. Au cas où il y aurait eu un petit coup de vent, bon, il n'y a pas eu, mais toujours cette précaution d'attacher vos modules tous ensemble d'un seul bloc. La structure maintenant, belle installation, pose avec K2 Solid Rail, tu poses aussi du SDEC, tu préfères le K2. Alors Cédric, en fait j'ai pas de préférence particulière, je pose ce que me fournit, alors moi j'ai deux fournisseurs hein, pour ça, c'est ERM, mon fournisseur habituel. Quand c'est en toiture, je prends leur système, ça vient avec le reste des modules. Et comme je l'avais dit dans la vidéo sur mes fournisseurs, si c'est des structures au sol, je les commande chez Supports en Espagne. Par contre, Supports ne travaille que pour les professionnels a priori. Si vous voulez commander une installation, ça revient au même prix, hein, mais c'est des fois des raisons pratiques. Les solutions support sont un tout petit peu moins chères. C'est aussi d'avoir, là je dirais, en tant que professionnel, d'avoir plusieurs fournisseurs pour avoir plusieurs possibilités à la fois techniques. Des fois, c'est une question de, vous avez un fournisseur qui a plus de stock que l'autre. En termes de réactivité, ça peut être préférable. Et je ne connais pas la solution SDEC. Ensuite, on a eu une galère supplémentaire. Ce sont les pattes de fixation. On a dû réusiner tous les trous. Donc la découpe plasma sur la partie qui subissait le jet de plasma était à la bonne cote, mais un petit peu trop précise. Et j'ai remarqué que la forme était en triangulaire vers le bas.
Donc c'est certainement la forme du jet de plasma. Et du coup, pour un demi-millimètre, on pouvait pas passer nos écrous. Donc ça, j'avoue que ça nous a fait perdre pas mal de temps, surtout qu'il a fallu le faire sur cette partie-là, mais aussi sur la partie réglage. Tous les trous ont dû être quasiment réusinés, donc ça a été une grosse perte de temps. Là, c'est un de mes enfants qui s'en est occupé pendant que nous on prépare le reste. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc ça fera partie des choses où je dirais aux gars qui les fabriquent de se redonner un petit peu de marge, parce que la forme du jet de plasma sur ce coup-là n'a pas fonctionné. Il a peut-être changé de machine, parce que les pattes qu'il me fabriquait avant, j'avais pas ce souci. Ensuite, donc le lundi, on est revenu avec mon épouse pour monter la structure. Là, c'est assez simple comme montage. Pareil, on avait la chance d'avoir le beau temps. Ici, le fait aussi d'avoir la lumière de 3 cm sur les pattes de fixation, ça permet d'avoir, malgré un décalage, parce que les pattes de fixation sont posées fonction des tuiles. On ne force pas les tuiles à une installation. C'est vraiment comment ça s'est positionné qui fait qu'on les met comme ça. Et il y a eu une seule patte où j'ai eu un petit souci pratique. J'ai dû rajouter une petite entretoise avec un boulon plus grand ou une difficulté, je ne sais plus. Parce que cette patte-là s'est retrouvée en creux. Alors j'imagine qu'il y avait un défaut dans la toiture à cet endroit-là. Parce que je précise, c'est toujours la tuile en dessous qui donne la hauteur d'installation. Ensuite, la pose des modules. Alors, salut David, ce serait intéressant que tu nous expliques comment tu gères les câbles sur le champ PV, le passage au niveau des tuiles, l'agencement et la fixation des câbles. J'ai essayé de faire au mieux pour faire propre, mais c'est pas simple. Alors là, ici, on le voit, j'ai simplement... on a positionné nos câbles. Alors, là, ils ne sont pas gainés, c'est volontaire. La gaine s'arrête ici à l'angle. Ce sont des câbles qui ont une double isolation et fait pour avoir une résistance spécifique relativement importante aux UV. Pareil, ils sont aussi cachés sous les modules malgré tout. Et on les a correctement attachés. Ça, c'est une partie où j'en parle dans la vidéo, le tour complet d'une installation. Je vous mettrai le lien dans la description aussi, où on voit le fait qu'il ne faut pas faire des boucles électriques. Il faut que les câbles soient bien tous dans le même alignement, et surtout au niveau des strings, pas faire des boucles pour éviter des effets de champ électromagnétique. À la descente vers le local technique, donc les câbles sont entièrement gainés sur la partie toiture. Et ici en fin d'installation, donc j'ai mis un oméga en aluminium. Je préfère l'aluminium au PVC. Il me semble que c'est plus durable, plus facile à recycler, même si c'est pour dans 20 ou 30 ans, mais on peut plus facilement faire quelque chose d'autre. Et ici, les parties qui sont encore libres, on verra les cacher par la suite, mais il faut trouver quelque chose qui va s'accorder avec les pierres là, parce que c'est irrégulier là, le truc n'est pas assez plat. Alors un petit avantage qu'on a eu sur ce chantier là pour la pose des modules, c'est le fait que la toiture était quand même relativement à plat, elle devait être à moins de 15 degrés. C'était super intéressant parce qu'on a pu poser les modules sans les serrer au fur et à mesure, ce qui fait qu'on a pu bien les aligner, et une fois qu'ils étaient correctement alignés, on a fait le serrage de tous les modules en même temps. Et pour la partie bien les aligner sur la barre du bas ici, donc on prenait la mesure sur la barre du bas, on notait la hauteur pour tous les modules ici. Et il fallait simplement que ce soit tout identique, ce qui permettait d'avoir un truc qui soit esthétique et bien clean. Au niveau de la prise de terre sur cette installation, alors sur les modules, souvent quand c'est de la structure, j'ai des petites pinces où je mets un câble. Je préfère cette solution parce que je préfère que mon câble de terre soit distingué du reste. Mais là, en l'occurrence, RM a fourni des petites griffes spécifiques qui viennent, au moment où vous les installez, ça griffe l'anodisation du module et ça griffe l'anodisation de la structure. Et du coup, c'est la structure qui devient le conducteur de terre. Ça marche aussi et c'est aussi dans les normes. Voilà le champ de module une fois fini de poser. Et quelqu'un m'a demandé, tiens, c'est bizarre, il y a un décalage dans les modules, c'est pourquoi donc? Dans les petits impondérables qui sont arrivés sur ce chantier, la prise de mesure des modules, de la toiture, pour savoir ce qu'il y avait comme place, ça a été pris en bas et uniquement en bas. Et bizarrement, mon cerveau n'a pas intégré que il y avait cet élément-là qui nous réduisait la taille en fait de la toiture. Et est venu s'ajouter à cela que moi, quand j'ai fait mon étude technique au départ, j'étais parti sur des panneaux, alors je crois 380 voire 400 watts, parce qu'il y a quand même eu un délai entre le début du projet et puis sa mise en œuvre, qui est de l'ordre de au moins 6 mois, et puis les modules, ça évolue tout le temps. Donc c'est mignon, ça devient assez grand, mais par contre ça commence à devenir assez lourd aussi, donc faut gérer. D'ailleurs là, d'habitude les modules je les porte à un bras,
et je les emmène sur la toiture sans problème. Et j'ai 2 personnes qui... Là, j'ai pas pu. Hein. J'ai fait les 3 premiers, après c'est plus possible. Hein. Après voilà, il a vraiment fallu trouver une nouvelle méthode pour pouvoir les monter sur le toit, parce que ça commence à être lourd et difficile à manipuler. Donc ça, c'est venu s'ajouter, voilà, dimension supplémentaire, puisque les panneaux font 5 voire 10 cm de plus que ce que j'avais estimé. Plus ce petit élément de toiture qui en fait prend de la place en plein milieu, quoi. Donc du coup, c'est pas grave, hein, on s'est organisé différemment. Les panneaux du bas, au début, je me suis dit, je fais un seul carré, ça fait entre guillemets plus propre. Finalement, non, j'ai opté pour une solution de faire ce décalage, c'est volontaire, parce que comme ça, ici, les modules ici ne se voient pas depuis le sol. Ici, malgré qu'ils dépassent, ils ne se voient pas vraiment depuis le sol, ni d'un côté de la maison, ni de l'autre. Et les panneaux qui sont ici dépassent de l'autre côté, en étant dans l'alignement de ceux du bas, mais ne se voient pas non plus depuis le sol, puisque leur dépassement est au-dessus d'une autre toiture. Alors ça, par contre, ça a eu une contrainte que je n'avais pas imaginée au départ, hein, mais toujours pareil, on s'organise, hein, c'est que là, on a un déport de près d'1 mètre. Du point de vue structurel, on va dire c'est assez solide, ça supporte la charge, mais comme je l'explique régulièrement, il ne faut pas penser que charge quand on crée quelque chose de mécanique, il faut penser fatigue, vibration dans le temps. D'ailleurs, le peu qui ici vibrait, là en l'occurrence en plus il y a une prise au vent potentielle, et là au bout, là pendant que j'étais en train de faire une opération, je ne sais plus laquelle exactement, je voyais, il y avait un tout petit peu de vent à ce moment-là, et je voyais vibrer le bout des modules. Donc c'est super important de prendre ça en compte, la fatigue quand vous créez quelque chose. Voilà comment j'ai géré l'histoire. Je me suis servi des chutes des barres, hein, parce que les barres, c'est des barres de 3,20 m je crois, ou 3,30 m. Donc je me suis servi des chutes des barres de la structure pour fabriquer des supports qui sont venus ici. Alors sur les tuiles, hein, pas de trou, pas de fixation, c'est uniquement collé, alors comme j'ai collé les pattes de fixation, hein, avec du mastic polyuréthane. Et ensuite c'est uniquement du boulonnage, de manière à ne pas attaquer la partie structurelle. Donc ça c'est l'autre côté, où c'est limite c'était le plus important, parce que c'est là où il y avait le déport le plus important. Très important, ici, la structure d'origine qui porte les modules n'est pas percée. Elle est intégrale, elle n'a pas été modifiée. C'est-à-dire que j'ai pris un rail, j'ai collé les 2 rails avec une fixation mécanique habituelle, et par contre j'ai percé le rail, le petit élément de rail supplémentaire, lui j'ai mis. Parce que lui, il va, entre guillemets, pas subir la charge globale des modules. Donc je peux percer l'ajout que j'ai fait, mais ne pas percer la barre qui sert à la structure elle-même. C'est comme percer une poutrelle en béton, voilà, on ne le fait pas. Là, c'est de l'alu, les contraintes ne sont pas phénoménales, mais on prend la précaution de toujours garder l'intégralité ou l'intégrité mécanique des éléments que l'on met en place. Il y a une sacrée zone d'ombre sur la dernière photo. Comment va se comporter la production ? Moins bien que s'il n'y avait pas l'ombre portée. Là, on va dire que moi, le client est parfaitement conscient de ça. Hein, il a fait des mesures. Alors, il se trouve que l'arbre en question a été quand même élagué, mais abattre des arbres, c'est pas évident légalement en fait. Bon, quand vous habitez en forêt, vous faites ce que vous voulez, mais quand vous habitez dans les zones, notamment des zones de lotissement, même s'ils sont à faible densité, les arbres, le végétal, c'est quand même très important. Donc faire abattre des arbres, il faut demander une autorisation, c'est pas toujours accepté. L'effet de production a été pris en compte. Donc en plus, ce sont des gens qui pour l'instant ont conservé le réseau. Donc s'ils ont un manque, tant pis, ils prendront sur le réseau en appoint. Pour, on va dire, amoindrir l'effet de cette ombre portée, toujours pensez à gérer vos strings. C'est-à-dire les strings, c'est les lignes de modules électriquement liées ensemble. Donc l'idée, ça a été de faire des strings verticaux, ce qui fait qu'au fur et à mesure que l'ombre avance, elle couvre les strings un par un. Donc on diminue la production moins vite que si j'avais fait des strings horizontaux. Parce que là, le premier module aurait coupé, ça aurait coupé toute cette série de modules par exemple. Donc une part beaucoup plus importante. Quand vous faites vos strings, vous devez aussi penser les brancher en fonction des ombres portées éventuelles. Pour ceux qui sont avec des micro-onduleurs et qui font de la réinjection réseau, le problème ne se pose pas puisque chaque module a sa propre production interne. Mais là, sur des installations en autonomie, avec des modules en string, on doit penser à cet aspect-là. Les batteries, ça c'est super important, je l'avais annoncé dans la vidéo vos installations. Ce sont des batteries Pilontech lithium-ion et j'en pose jamais. Au System Prime 84, salut David, ça va être intéressant de savoir pourquoi le choix des Pilontech pour cette installation. J'ai beau ne pas
être à fond sur les batteries lithium parce que c'est pas mes habitudes et j'ai aussi mon historique et mon expérience dans le domaine. Je vais pas interdire aux gens de choisir ce type de batterie. J'ai mon style d'installation et ma façon de penser la technique et les choix de matériel. Néanmoins sur la partie batterie, ok, ça évolue, il y a des solutions, donc je veux bien passer à ces solutions-là. Là en l'occurrence, le propriétaire avait les deux choix, il avait les deux possibilités. Alors dans son cas, il y avait une notion de place, il y avait aussi une notion qui lui est vachement personnelle et que j'entends et que j'admire, c'est qu'il a dit pour lui c'est l'avenir. Et il faut que ça évolue. Et ça, je suis d'accord, la technique doit évoluer, il y a des possibilités qui existent et tout ça. Et comme il m'a dit, je peux me permettre de mettre des batteries qui sont plus chères, parce que c'est plus cher à dimensionnement égal, mais il est convaincu que c'est l'avenir et qu'il faut des premiers, il faut des pionniers qui aillent dans le sens de l'histoire en quelque sorte. Et voilà, il avait la possibilité de le faire, il avait envie de le faire, c'est quelqu'un qui en plus est dans l'informatique, je dirais de haut niveau. Pour lui, ça lui parle, donc voilà, c'est en lien avec la personne, avec l'utilisateur, donc moi ça m'allait très bien. En plus, j'avais été clair sur le fait que c'était ma première installation en batterie lithium, et que du coup il y a des choses qui seraient peut-être pas parfaites à la mise en service. On en parlera tout à l'heure de la mise en service. Du coup voilà, il y avait cette bonne entente, ce qui fait que moi j'ai pas eu peur de me lancer. Je savais que j'allais installer une première installation en batterie lithium, mais chez quelqu'un qui était prêt au fait que c'était ma première installation. Du coup c'était cool, ça s'est très bien passé malgré les petits aléas de mise en œuvre, on va en parler tout à l'heure. Où là il y a plein de batteries, grosse installation, ils sont sympas les racks à batterie. Alors les racks à batterie, ouais on peut dire ils sont sympas, je vais revenir un tout petit peu plus loin sur la mise en place. Moi j'ai trouvé que c'était pas très pratique à mettre en œuvre. Alors ERM m'avait dit les batteries lithium il faut les mettre dans des racks. Alors je savais l'équivalent des racks informatiques. Puis je dis non tu me fournis tout ce qu'il faut, moi je veux pas avoir des racks à modifier, à bidouiller, machin, je fais du prêt à l'emploi. Je connais pas cette solution, je dois la découvrir en plus, je vais pas en plus m'amuser à faire de l'assemblage et créer des rails et compagnie. La seule chose là les petits écrous, je pensais les mettre à la main équipés, donc non, il faut un petit outil quand même pour les mettre en place. Ensuite on positionne ces batteries et on vient les visser avec une vis, c'est fait pour. Il faut juste bien calculer l'emplacement où on met les écrous parce que ça se fait, mais c'est pas, ça se fait pas à la main. Il faut quand même gérer un outil pour les enlever également. Pour la mise en œuvre, alors là où, pareil, le propriétaire qui était dans l'informatique assez haut niveau, il a dit les baies Pilontech, c'est pas très pratique quoi, parce que le rail est au bout là. Donc ce qui fait que les batteries, quand on doit les porter, elles sont très lourdes à l'arrière. Donc j'imagine que les cellules sont à l'arrière et à l'avant on a l'électronique de contrôle. On sent vraiment la différence de poids. Ce qui fait que honnêtement, c'est pas pratique à mettre en place quoi. Des rails sur les côtés comme dans les baies informatiques serait bien plus logique. Donc je ne sais pas pour quelle raison ils font ça. Ok, je suis content, c'est le truc fourni, fabricant machin, mais j'ai pas trouvé ça très pratique finalement à installer. Alors il y a quelqu'un aussi, alors je me rappelle plus, c'est sur Instagram ou les communautés, qui m'a dit tiens les batteries sont très collées les unes aux autres, est-ce qu'il n'y a pas de risque de chauffe? Alors moi a priori les quelques jours que j'ai pu être à côté des batteries et test avec puissance max et tout ça, il n'y a pas du tout d'échauffement. En plus, elles sont dans un local qui est équivalent d'une cave, si vous voulez. Donc la stabilité en température du lieu est très bien. Il y a une aération derrière, ça c'est bon. En plus, c'est vrai que sur la notice, elles sont dessinées comme ça. Et pour des modèles plus petits, il y a aussi des modèles avec des petites cales qui les espacent les unes des autres. Donc je sais pas, moi j'ai monté tel que c'était indiqué sur la notice. L'autre point qui est à prendre en compte, alors c'est aussi ça, on va en reparler des barres de connexion, c'est que les batteries sont fournies avec des câbles tout faits qui ont leur propre leur COS, leur mode de fixation. Ici la petite prise est intégrée, on ne peut pas s'amuser à le modifier, c'est spécifique. Et les câbles font 1 mètre, 1,20 m, je ne sais plus exactement. Donc il faut aussi intégrer ça dans l'assemblage. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle j'ai mis le sectionneur des batteries à l'axe des deux baies pour pouvoir optimiser mes longueurs. Et au niveau des câbles, ceux-là je les ai fait partir par le haut et ceux du bas par le bas de manière à avoir la longueur nécessaire pour pas rechanger. Et surtout ne pas les changer les câbles, pas en mettre des plus longs, coupés et rallongés parce que de base c'est du 25 mm², donc c'est pas très gros en section quand même. Alors SH, bonsoir, belle installation, j'attends un devis pour du Studer en triphasé, ça va piquer. Alors je dirais que ça piquera juste 3 fois plus que du monophasé. Une question toutefois, j'ai pu trouver des prix intéressants sur les Pilontech 5000. Est-ce un matériel
que vous recommandez réellement, car les avis ça et là sont partagés. Alors sur les batteries Pilontech 5000, il se trouve que j'ai eu plusieurs échos. Alors moi, comme je dis, c'est ma première installation en batterie lithium et en batterie Pilontech. De ce que j'ai vu, les batteries 5000 sont de toute façon pas compatibles avec les matériels Studer, hein, le BMS, non, le XCOM CAN qui doit communiquer avec le BMS des batteries ne communique pas. Il faut vraiment éviter de mettre ces 5000. J'ai eu 2-3 personnes qui ont mis des commentaires là-dessus. ERM aussi me l'a dit. L'autre point, c'est que plus on a des unités de grosse capacité, plus il y en a une qui flanche, on a un pourcentage en moins sur son installation. Donc je dirais, pareil, côté batterie plomb, batterie lithium, c'est bien de vouloir avancer sur les nouvelles technologies, mais attendez un petit peu que certains aient essuyé les plâtres. Les 5000, si elles viennent de sortir ou qu'elles ont moins d'un an, attendez, j'ai envie de dire 2-3 ans pour être tranquille. Les nouvelles technologies, c'est bien, mais il faut se dire que quand on est celui qui essuie les plâtres, ça m'est arrivé sur certains trucs, mais on est celui qui essuie les plâtres. Donc sur un investissement de ce genre-là, j'aurais tendance à dire de ne pas le faire. Là, les US 3000C, ça marche très bien. Il y a des petits choses, on en parlera sur l'aspect logiciel qui, moi, me chagrine, mais au moins c'est branché, ça fonctionne. Alors il me semble que les Pilontech, alors Guillaume, il est toujours là lui. Guillaume, il me semble que les Pilontech acceptent des groupes de 6 batteries en parallèle. Alors ça faisait partie des choses où moi quand j'ai installé les batteries, alors c'était pas comme ça au départ, j'ai fait 2 paquets. Parce que dans ma tête c'était 4 groupes de 3. En fait non, au niveau des câbles qui étaient fournis c'était 3 groupes de 4. Et ensuite il y a cette idée de faire des groupes qui vont jusqu'à 6 batteries. Alors je pense pour les plus petites, les 2300 je crois, je sais plus, ou 2500. Par contre, de toute façon, comme Guillaume me l'avait relevé, il m'avait laissé un message, c'est qu'il faut faire attention. Alors comme ce sont des câbles qui font que 25 mm², l'intensité de l'onduleur qui va être derrière, en l'occurrence ici un 8000, ça fait quand même une grosse intensité. Passer ça dans du 25², donc là on se retrouve, on a du 75² puisqu'on n'a que 3 groupes. 75², pour moi c'est trop petit. Donc ça passe et tout ça, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, moi en dimensionnement sur les câbles que j'ai mis derrière, c'est du 90 ou 95 mm². C'est pas du... Parce que là, on a l'équivalent d'un 75 mm². Bien prendre en compte, quand vous choisissez vos unités et vos groupes, c'est aussi fonction de l'onduleur que vous allez mettre derrière et du chargeur, où vos câbles doivent encaisser l'intensité de charge et de décharge qui va passer dedans. Le local énergie. Donc là, il y a encore plein de petites choses à dire également là-dessus. Je sens que ma vidéo va durer très longtemps. Miolan 2005 qui nous dit: as-tu déjà fait une installation avec des chemins de câbles et cache après ton panneau en bois? Alors dans les installations que j'ai refaites, oui, ça m'est arrivé parce qu'il y en avait. Ici c'est une installation où moi j'ai mis sous goulotte la partie que je mets, et ensuite ici on a un chemin de câble qui va jusqu'au compteur, parce que mettre une goulotte au plafond, enfin là en l'occurrence c'était pas très utile, il y avait que 2 câbles à poser, donc je suis resté sur ce type de solution. Et par exemple là sur un chantier, alors là c'est du 36 kVA, les parties externes, donc on met des chemins de câbles pour aller sur les appareils régulation onduleur, coupure, mais pareil là c'est de l'extérieur, donc je ne mets pas de goulotte en plastique. Peut-être qu'il existe des goulottes en plastique spécifiques extérieures, mais bon, de base pour l'extérieur avec toutes les notions d'UV et tout ça, je préfère quand il y a des protections qui sont métalliques ou minérales. Alors, la question de Nico71, quand j'ai partagé ça sur Instagram en mettant que vois-je des barres de connexion. Alors, juste avant, j'ai fait une vidéo où je dis que je n'utilise jamais de barres de connexion. Et sur cette installation, je me retrouve mais comme je l'ai dit, c'était ma première installation faite avec des batteries Pilontech. Je ne savais pas du tout où j'allais au terme de connexion, quoi. J'avais pas l'idée de tous ces petits câbles, moi. C'est pour faire les connexions des COS des batteries pour ne pas avoir à refaire le câblage. Donc oui, c'est pour ne pas avoir à refaire le câblage. Alors déjà, j'avais été surpris d'avoir tous ces petits câbles, parce que je ne le savais pas avant. Moi, j'ai découvert sur le chantier, cette partie-là. Comme je disais tout à l'heure, on a plein de câbles par groupe qu'il faut arriver, donc il faut les installer. Voilà. Et du coup, quitte à faire des barres de connexion, alors il y a une autre raison pour laquelle je l'ai fait aussi. J'ai fait aussi pour les côtés, quitte à préparer des barres avec des trous. Voilà, j'ai fait des barres à trous moi-même sur place, et puis ça marche bien. C'est un petit peu moqué de moi. Emric, bonjour David. Oula, les bus barres côte à côte sans protection, ce n'est pas un peu risqué? Une clé qui risque de fondre, non? Guillaume qui répond: je pense que David prépare une explication de l'installation en vidéo. Ouf, j'ai l'idée de faire une vidéo, parce qu'au début c'était pas forcément prévu de faire une vidéo spécifique là-dessus. Ou photo, le câblage se fait hors tension et la boîte me semble isolée. Alors oui, ici c'est une boîte isolée, mais des fois j'ai utilisé aussi des boîtes en métal. Alors je pense que Emric fait référence à cette photo. Donc là j'en ai parlé dans vos installations. La raison
Une des raisons pour lesquelles je n'utilise pas de barre de... c'est qu'un jour, on a refait une grosse installation, je vais vous montrer après. Et j'avais un stagiaire. Alors moi, j'ai peut-être pas été assez précautionneux sur le suivi parce que voilà, il y avait 5 personnes à gérer sur ce chantier-là. C'était un gros chantier de remise aux normes et de réfection de l'installation. Je vous ferai un débrief chantier. Bon, ça date un petit peu, mais voilà. Du coup, j'ai pas pu gérer tout le monde correctement. Et comme vous pouvez le voir, le gars qui a fait l'installation a mis la barre négative, la barre positive dans le même tableau. On va voir en plus ce qu'il a fait. Et surtout, il n'avait pas mis de système de déconnexion des batteries. Et alors, je ne sais pas pourquoi, le gars, il a eu l'idée d'aller me dévisser en premier les pattes en dessous. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas défait comme il faut toute la barre moins et ensuite défaire toutes les barres plus. Parce que là, les fusibles, il n'y en a plus. Hein. Il n'y a pas de courant qui circule. Sauf qu'en dessous, là en bas, c'est connecté directement aux batteries. Donc le gars, il est allé me souder la clé en dessous. Donc juste pour idée, j'ai dû, au moment où je me suis aperçu, parce que je l'ai entendu crier, oh là là, j'ai regardé dans sa direction, donc j'ai sauté sur les batteries pour aller défaire les causes des batteries qui étaient des 2500 ampères. Voilà, je vous raconterai cette anecdote une autre fois. Alors on peut voir ce magnifique tableau et vous pouvez constater que dans la même armoire métallique, alors ouais c'est à la terre, hein, il a mis d'un côté le 48 volts, sans coupure générale les batteries, et le 380 volts triphasé dans la même armoire. Moi je sais pas vous, mais ça me plaît pas. Ouais, effectivement, il y a des techniciens qui sont censés aller là-dedans, mais non, tu fais pas ça, quoi. Voilà le reste de l'installation. On a dû refaire. Je sais même pas si je dois faire un commentaire. Alors quand je vous parle des goulottes, il y a des chemins de câbles, dis donc. Voilà. Je sais pas si j'ai mis la photo de ce que j'ai fini avant. Donc là, il y a l'armoire en question, vous venez de voir, c'était celle-là. Mais il a fait pareil ici, hein, sur le côté. Hein, il y en avait 2 des armoires comme ça. Enfin, dans la vidéo que je ferai, vous verrez l'installation. Voilà, donc cette installation, on l'a entièrement refaite. Et je collerai une image devant là, du résultat après. Comment j'ai fait par rapport à ces barres de connexion? En fait, j'ai mis des parois pour protéger. Alors l'idée, c'est pas forcément d'avoir une protection isolante des barres en elles-mêmes. Parce que c'est un truc qui ne s'ouvre jamais. Là, je l'ai posé. A priori, il ne va pas être réouvert avant longtemps. Enfin, dans 15 jours, mais on verra après. L'idée, c'est aussi de faire un frein mécanique. C'est-à-dire, à partir du moment où ce n'est pas pratique d'agir avec un outil, on a une réflexion, on a un temps de réflexion. Normalement, on a un temps de réflexion. L'idée, c'est de cloisonner de manière à ne pas avoir de soucis physiques. Là, pareil, moi, je ne les ai pas achetés, mais on peut avoir des parois qui sont fournies avec pour protéger. Alors, pareil, là, on est aussi sur du 48 volts. Il ne faut pas délirer. Là, ces machins-là, c'est fait pour du 600, 1000 volts. Donc, forcément, là, il faut être hyper strict sur les isolations. Là, on est sur du 48 volts. On n'a pas besoin d'avoir une isolation qui fait 1 cm d'épaisseur. Alors, qu'est-ce que j'utilise à la place des barres de connexion? Parce qu'avec des batteries plomb, en fait, vous avez un pôle positif, un pôle négatif. Vous n'avez pas tous ces câbles. Et ici, j'utilise des répartiteurs unipolaires. Alors, il y a plusieurs marques et plusieurs modèles. Et selon les marques, on peut avoir des possibilités ou pas. Là, ce sont des Schneider où on a ici une entrée en 120 carrés. Et à côté, il y avait une entrée en 95 carrés. Donc, c'est ce qui me permet de réunir tous mes éléments. Là, j'avais réuni les régulateurs et pour avoir une seule entrée sur le négatif. Donc moi, j'utilise des répartiteurs unipolaires. Ici, sur les modules, là, pareil, alors ça c'est une autre marque, j'ai plus, mais je tâcherai de vous mettre dans le Discord ou dans la description les liens vers tous ces trucs-là. D'ailleurs, au niveau des liens, des fois, il y en a qui sont affiliés, d'autres qui ne le sont pas en fonction des possibilités des appareils. Là, pareil, c'est des répartiteurs unipolaires. Alors, les répartiteurs unipolaires sont toujours caractérisés par un nombre de trous et sections de trous. Et en général, plus il y a un très gros et des plus petits. Parce qu'à la base, les répartiteurs unipolaires, ça sert dans l'industrie. Donc on a une très grosse arrivée et puis ensuite on va répartir sur les différents usages dans le tableau en triphasé. Donc c'est vrai que c'est assez limité. Mais là, 120 carrés pour ce genre d'utilisation, c'est bon. Et là où sur le chantier en Espagne, j'ai pas opté pour cette solution, c'est que d'habitude, alors comme je redis, j'ai découvert les batteries lithium avec ce chantier. Je ne les ai pas reçues avant, je n'ai rien découvert, j'ai découvert tout sur site. D'habitude, les répartiteurs, ça fait partie des objets assez courants que je peux acheter. Et je m'étais dit, je verrai la façon dont se connectent ces batteries, puis je commanderai au dernier moment, à la fin de la semaine, je les aurai reçues et je pourrai brancher. Sauf que non.
Les répartiteurs unipolaires nécessaires pouvant supporter 4 entrées minimum en 25 mm² et 35 mm², et ben le délai que j'avais c'était plus d'un mois. Donc j'ai dit bah tant pis, je vais pas prendre des répartiteurs unipolaires sur ce projet-là. Donc pour le prochain chantier en batterie lithium, ce que je sais que je vais avoir à faire maintenant, je prévois de mettre des répartiteurs unipolaires. Cela dit, je ne sais pas si je pourrais parce que là j'aurai 24 unités US 3000C à mettre en œuvre. Donc là je vais devoir cogiter un système à la hauteur du besoin. Au niveau du tableau DC, bon bah là ici je vous mets un gros plan. Donc là il y avait deux régulateurs Variotrack, un 80 et un 65 ampères. Les entrées des strings sont sur des fusibles unipolaires. Ensuite je mets le INS 80. Donc ça c'est un truc que je mets pratiquement tout le temps. Sur le tableau, ce que j'aime bien sur le INS 80, c'est ça, c'est-à-dire que quand il est en service, il bloque l'ouverture du tableau, donc il n'y a pas de risque de mauvaise manip. On doit vraiment tout couper son installation avant de pouvoir ouvrir le tableau et pour pouvoir intervenir et mettre les doigts dedans. Donc pour moi, c'est un argument super intéressant pour le choix de ce sectionneur photovoltaïque. Ensuite, parafoudre à l'entrée de chaque bloc de module. Donc là, il y a 3 strings, là, il y a 2 strings qui sont branchés dessus. Et ensuite, donc je pars vers mes régulateurs et je reviens de mes régulateurs. Là, je mets des fusibles à cartouches. Là, ça le fait bien parce que c'est des cartouches qui peuvent aller jusqu'à 125 ampères. Donc là, je vais mettre un 100 ampères et un 80 ampères. Et pareil, parafoudre courant continu côté batterie. Des fois, on peut penser que j'en mets beaucoup des parafoudres, mais c'est super important. Ça coûte trop cher parce que les parafoudres, c'est aussi des parasurtenseurs. Hein. C'est pas forcément la foudre qui peut poser un problème. Pour les gens notamment qui sont en semi-autonomie, vous pouvez avoir un souci de surtension sur la ligne qui vient. Hein. Pour les gens qui sont branchés sur des régies autonomes, par exemple, dans certains villages, nous c'est le cas ici, il y a eu parfois des soucis de surtension sur les lignes. Et c'est pas forcément lié à la foudre, c'était des soucis de la génératrice dans les moments EJP. Au niveau des appareils qui servent à la communication. Donc un élément, alors moi je l'ai commandé d'office parce que c'était une question d'habitude, c'est le BSP, donc c'est l'équivalent du moniteur batterie. Avec les batteries lithium-ion, ça ne sert à rien puisque ce sont les BMS qui ont des batteries qui ont leur propre moniteur batterie interne. Donc c'est pas utile de le mettre. On peut avoir les deux, mais il y en a qu'un qui va pouvoir communiquer de toute façon. Donc avec Studer, ne mettez pas le moniteur batterie. Avec Victron, je ne sais pas, mais avec Studer, c'est pas utile. Donc économisez-vous de commander ça. Par contre, il faut commander le XCOM CAN qui lui va permettre la communication avec les BMS des batteries et la télécommande, le petit écran qui vous donne les informations. Par contre, là, il faut le paramétrer. Il y a des petits switches à l'intérieur qu'il faut tourner, tout ça. Donc ça, par contre, moi, je l'avais fait faire à ERM. J'avais dit, vous m'envoyez le truc prêt à câbler. C'est ma première installation. Je veux pas faire cette découverte-là sur le chantier. Et en dessous, on a le système XCOM 232i qui sert à la communication en RJ45 pour avoir accès à votre installation depuis votre ordinateur dans la maison ou depuis Internet en passant par un routeur, tout simplement. Donc voilà le chantier qui était globalement positionné avant le câblage. Moi dans l'organisation, je mets tous mes éléments, toutes mes goulottes. J'avais déjà mis les petits panneaux de signalisation du danger avant de faire le câblage. Et même là à l'arrière, voilà, ici à l'arrière j'ai mis une goulotte pour cacher les câbles des batteries, ce qui fait qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que l'aspect esthétique, on verra à la fin, c'est ça. Il n'y a pas un câble qui dépasse. Alors c'est super important, alors c'est esthétique évidemment, mais c'est aussi pour le fait qu'il n'y ait pas de risque comme je dis, de prendre un câble avec un outil, où il y a moins de risque d'avoir des rongeurs, parce qu'ils ne veut pas dire qu'ils ne voient pas les câbles, ils y font pas gaffe, mais voilà, je trouve que c'est super important d'avoir un truc qui soit le plus clean possible, même si on voit bien qu'à l'intérieur, c'est pas clean, hein. Mais ça peut pas l'être. Après, j'ai attaché les fils et tout ça, hein, mais ça reste un petit peu le bazar. Ici, donc, on est sur la partie départ AC vers la partie maison. Alors un truc, j'ai pas fait la photo, c'est ce boîtier-là, ce sont les fusibles de coupure de l'onduleur. Donc vous voyez la taille par rapport à ma main, donc c'est du 300 ampères parce que les XTM de Studer sont fournis avec un fusible interne. Par contre, les XTH, les dimensions au-dessus, ne le sont pas. Ici, moi, j'utilise des fusibles à couteau. C'est pas toujours le cas, mais quand je peux avoir la fourniture de ça dans les délais, je préfère les fusibles à couteau. Il y a eu l'autre installation, j'avais pas reçu que selon les périodes, depuis 2-3 ans, des fois, on a des soucis au niveau livraison. Ici, disjoncteur différentiel 500 mA,
sélectif. Pareil, les petites entraves hein, pour ne pas risquer d'ouvrir le boîtier sans que ce soit une intervention volontaire. Répartiteur de terre, très important, systématiquement mettre un répartiteur de terre aujourd'hui. Un truc pour que ça coûte moins cher, parce que quand on est sur une certaine longueur, voilà, il y avait 8 mètres de câble je crois. On n'a pas mis du câble, on a mis du fil, ça revient moins cher que du câble. C'est plus pratique aussi dans certaines utilisations. Et au final, pour aller dans l'onduleur, j'ai mis un bout de gaine 20 mm. On travaille un petit peu là sur le diamètre et puis ça passe et ça permet sur des grandes longueurs de ne pas payer du câble mais de payer du fil sous gaine ou sous goulotte. Ça revient quand même moins cher. Ensuite le tableau, alors là ici, donc depuis il a été fermé, hein, je précise. Le tableau AC, donc là le tableau de la maison, tableau de répartition. Ici un sectionneur qui est l'arrivée du compteur, alors c'est EDF de l'Espagne, je ne me rappelle pas le nom. Et en dessous le tableau AC, normalement le tableau AC c'est le tableau maintenance, c'est celui qui va avec la centrale photovoltaïque, je le mets à côté. Bon là pour des raisons de place comme vous avez vu il y avait moins ça et je trouvais plus intéressant de regrouper puisque c'est dans la même pièce, de regrouper les deux tableaux l'un à côté de l'autre, si ce n'est que j'ai quand même conservé le disjoncteur différentiel 500 mA au plus proche de ma sortie onduleur. Pour que la ligne électrique non protégeable, puisqu'entre l'onduleur et ce disjoncteur, il n'y a pas de protection possible différentielle, évidemment, pour que ce soit le plus court possible. Donc mon entrée EDF, ici tableau de maintenance, le compteur de consommation qui lui intègre toute la consommation de la maison. C'est-à-dire même s'ils utilisaient la pointe, ça passera par ce compteur. L'inverseur de source que vous ne pouvez plus acheter en tant que particulier, par exemple sur le site BIS Électrique, malheureusement. Mais vous pouvez le trouver sur Amazon, ne vous inquiétez pas. Ici, entrée et direct réseau et chargeur, et parafoudre côté chargeur. Je ne vous fais pas le détail, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et ici, ce que je mets en place maintenant, c'est la partie électricité de la partie maintenance, c'est-à-dire que je mets un disjoncteur différentiel sur lequel je branche un disjoncteur 10 ampères pour l'éclairage du local technique lui-même et une prise électrique, ce qui fait qu'on peut couper l'intégralité du chantier et de la maison. Pour autant, on a encore de l'électricité qui vient de la centrale photovoltaïque. Si on doit couper la centrale, on la coupe et on s'éclaire autrement. Moi, j'ai un phare autonome sur batterie, mais l'idée, c'est d'avoir la maintenance prioritaire. Par exemple, si un autre professionnel ou un autre intervenant a besoin de travailler dans la maison et qu'il y a un risque qui est de faire un trou dans une ligne électrique, il peut couper la maison, il peut quand même continuer à travailler avec une rallonge électrique depuis le local énergie. En ce qui concerne la mise en route, parce que évidemment, pendant le montage, je me suis aperçu que j'avais oublié d'en parler. En principe, avec les batteries plomb, je branche le soir, l'avant-dernier soir avant de partir. Le lendemain matin, je repasse sur le chantier, je vérifie que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu d'erreur de paramétrage ou de choses comme ça. Concernant ce chantier, là aussi un petit impondérable, même un petit peu plusieurs. Donc en temps normal, on aurait dû finir donc le vendredi, globalement la technique était en place et le lundi, je faisais la mise en service proprement dite tranquillement. Au pire, je finissais le mardi midi. Là, compte tenu de la situation avec le retard pris, le lundi avec mon épouse, on a terminé la pose de la structure et des modules. Et je suis resté jusqu'au jeudi soir assez tard pour finir le montage et le câblage du local technique et la mise en service. Là, dans les petits couacs qu'il y a eu, je dirais le mercredi ou le jeudi dans la journée, j'ai fait les premiers branchements, j'ai mis en marche toutes les batteries, tous les trucs s'allumaient et globalement c'était ok. Sauf que comme j'avais pas le temps, je devais impérativement partir. Normalement ça posait aucun problème puisque j'aurais dû finir tranquillement le mardi midi. Mais là je devais impérativement partir le vendredi. J'ai donc laissé l'installation a priori fonctionnelle. Sauf que 2 jours après, le client m'appelle ou m'envoie un message pour me dire ça ne marche pas, ça s'arrête à 1h du matin, ça dit que les batteries sont totalement déchargées alors qu'il y a eu du soleil. Enfin, une série de soucis de paramétrage et de compréhension. Première erreur qui est de ma part, c'est d'avoir fait trop confiance dans le côté le BMS gère tout, tu branches, ça cause entre eux, tu t'occupes de rien. De toute façon, ce sont les batteries lithium qui gèrent. En fait, pas tout à fait, parce que ce que je fais habituellement dans la télécommande Suder, c'est de paramétrer au moins la capacité des batteries pour savoir à quel pourcentage elles vont être. Là, je ne l'ai pas fait puisque dans mon esprit, j'avais rien à faire en branchant un BMS. Deuxième truc qui n'allait pas, mais ça, je ne l'ai su que quand je suis revenu et que j'ai pu revenir sur site, j'avais mis en place le BSP, le moniteur batterie, qui lui ne sert que pour les batteries plomb. Du coup, incohérence avec les informations. Entre-temps, le client avait réglé lui-même le fait du paramétrage de la capacité, mais comme il y avait cette incohérence de communication avec le BMS et le BSP, il y avait toujours des soucis de dysfonctionnement.
Donc ils sont repassés sur le réseau et quand je suis revenu, bon, on a tout remis en place, enlevé le BSP pour qu'il y ait vraiment la bonne communication entre les batteries lithium et la télécommande Studer et les régulateurs et tout ça. Ensuite, remise en service des batteries une par une. Et il y en a une qui se mettait en erreur et une qui indiquait rien. Enfin, c'était assez étrange. Et en fait, la dernière batterie, en bas à droite, ne fonctionne plus. Alors, est-ce qu'il y a eu un défaut? Par habitude, je sais que quand un appareil industriel doit tomber en panne, il tombe en panne dans les 3 premiers mois de sa vie, voire dans les 15 premiers jours. C'est très courant. Soit ça tombe en panne rapidement, soit ça ne tombera jamais en panne à la durée de vie normale de l'appareil. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je dis que j'y retourne dans 15 jours et qu'effectivement, je devrais réouvrir le boîtier en question. C'est pas grave, c'est fait pour. Donc la mise en service, elle a été un petit peu laborieuse et un petit peu longue, en grande partie par mon ignorance de cette technologie. Et je remercie énormément les propriétaires de leur grande patience sur le fait que c'était ma première installation avec ce type de batterie. Je vous laisse avec le mois d'il y a quelques jours pour la suite de la vidéo. Donc enfin la télécommande, donc là c'est la télécommande Studer, on a les petites informations, donc ça c'est l'entrée AC qui là n'est pas utilisé. L'eau de charge, là c'est que l'onduleur était en veille. On a la tension des batteries et on a le pourcentage des batteries au moment où j'ai fait la photo. C'était dans le début de l'installation. Donc quand elles arrivent, elles ne sont pas chargées à 100% évidemment. Ça c'est des petites infos que vous pouvez paramétrer. Et là pareil, ce sont les relais de l'onduleur on peut paramétrer le fonctionnement. XCOM CAN, BMS, là c'est les informations directement données par la batterie. Et le dernier écran qui lui nous donne les informations données par les régulateurs eux-mêmes. Voilà, parce que la télécommande Studer, elle réunit les informations, mais chaque appareil a sa propre logistique interne de fonctionnement. Et voilà, le chantier fini avec bien sûr les petits panneaux de sécurité, la partie protection des paracés, les régulateurs. Et là sur le côté en dernier, c'est un chauffe-eau thermodynamique qui sera branché sur la partie installation autonome à la place d'un chauffe-eau solaire. Et l'astuce du jour, alors ça ne concerne pas l'autonomie, ça concerne un truc que j'ai découvert en Espagne, j'avais mis la photo. Donc ça c'est le logement où on était pendant la première semaine de chantier. Il y a des robinets au-dessus de la porte. Et Alex Barry nous a fait le petit commentaire, c'est l'Espagne cela. Alors effectivement, dans les habitudes espagnoles, en tout cas de la zone où on était, ils mettent des robinets pour couper. Alors ils n'ont pas de nourrice, ils mettent des robinets, sauf que là, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis à cet endroit-là. Un autre logement où on a été la semaine suivante, c'était bien sous l'évier, enfin dans des choses plus conventionnelles. Là, les gars se sont amusés, ils l'ont mis au-dessus de la porte. Donc quand vous coupez ça, effectivement, ça coupe l'eau de la salle de bain. C'était la petite astuce du jour. On est au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile, que les petites galères auxquelles nous avons eu affaire vous donneront des idées en vue de mieux prévoir vos propres chantiers. Dans l'onglet communauté de la chaîne L'énergie partout, je partage régulièrement des brèves ou des photos des chantiers que je mets en œuvre ou d'autres informations qui me semblent pouvoir vous être utiles. Également sur Instagram, je mets la même chose, mais je mets aussi des choses qui concernent le bricolage et des choses personnelles. Là, c'est un petit peu plus varié. Pour celles et ceux qui souhaitent continuer à parler technique, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord Technique d'ici. Je vous mets le lien dans la description. Profite aussi de la fin de cette vidéo pour celles et ceux qui me soutenaient avec le bouton rejoindre sur la chaîne Énergie d'ici anciennement qui est devenue l'énergie partout. Le bouton rejoindre a été désactivé pendant la suspension de la chaîne. J'ai pris la décision de ne pas le réactiver. Par contre, j'ai mis en place un Tipeee. Je ferai une vidéo plus longue pour expliquer les raisons de ce choix de changement, en tout cas de ne pas réactiver le bouton rejoindre. Donc, si vous voulez continuer à me soutenir et pour celles et ceux qui veulent aussi avoir accès aux petits dossiers techniques et des trucs en plus, je vous mets aussi le lien de la page Tipeee dans la description. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je ne veux pas imposer mes choix à mes clients, à part peut-être de faire de la qualité, de mettre du matériel Studer pour la partie onduleur régulation. Ça, c'est moi, j'y tiens vraiment. Je ne veux plus poser que cette marque-là, pour des raisons de qualité. Ça peut vachement...